Josiane, je ne vais pas refaire le tour de votre carrière parce qu'on n'a qu'une demi-heure et je pense que ça n'y suffirait pas. Josiane, vous êtes née à Paris? Ouais, en 50. En 50, voilà, au moins ça c'est fait. Vos parents étaient à la fois restaurateurs et, comment on peut dire, bistrotiers aussi, un mélange des deux? Petit bistrot. Ben, celui-là, bistrot, il lui servait des plats aussi. Voilà. Vous êtes à la fois actrice, évidemment, là aussi on ne va pas vous ressortir les mêmes plats, puisqu'on parlait de restauration. Vous êtes aussi réalisatrice, je crois que vous avez fait 8 films, on a tendance à oublier, vous avez une telle image d'actrice qu'on oublie parfois, je m'en voulais pas de vous dire ça, que vous êtes aussi... L'important c'est d'aller les voir les films. Voilà, la cinéaste de Sac de Nœuds, j'en ai quelques-uns, de Gazon Maudit, de Un grand cri d'amour. La vie est un enfer qui plaît beaucoup aux trentenaires. Ma vie est un enfer avec Daniel Auteuil, absolument. Et qu'il y a quelque chose qui a un peu à voir avec notre rencontre aujourd'hui, puisqu'il y a du surnaturel dans tout ça. Et puis de Deux sœurs, de Client qui était un scénario au départ, et ensuite vous l'avez transformé en livre, qui a bien fonctionné, et vous avez un autre, Parano Express. Parano Express, pardon. Un début de scénario que j'ai... Je me suis dit non, c'est trop cher pour faire un film. Parce qu'un livre, l'avantage quand tu écris, c'est que ça coûte pas cher. C'est du crayon à papier, bon, effectivement, un ordi, parce que moi j'arrive pas à me relire, mais ça coûte moins cher que de faire un film écrit. Donc je me suis dit, il vaut mieux en faire un livre. Est-ce que vous entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui. Parce que je m'entends bien avec vous. Hein. Ouais. Il y a un monsieur qui veut que je parle plus fort. Ouais. Bon, alors j'ai parlé plus près du micro, c'est ça, parce que j'ai... Voilà. Vous avez à peu près, si j'ai bien lu Wikipédia, tourné 95 films et séries. Oui, je sais pas, moi. Ça, vous ne savez pas, c'est normal, s'il y en a trop. Quand on aime, on compte pas. Et on vous verra bientôt, dès 2 octobre, dans Vous êtes jeune, vous êtes beau, avec Gérard Darmon, avec Denis Lavant. Avec Patrick Bouchité. Et Patrick Bouchité, dans un film qui est signé, m'avez-vous dit, par Han Jin, c'est un jeune chinois qui a fait un film très particulier, puisque c'est l'histoire de... Il parle des personnes âgées. Donc on part du principe qu'on n'est pas jeune, Darmon et moi. On n'est pas totalement débris, mais on n'est pas jeune. et là, il raconte l'histoire de Darmon, qui est malade, qui n'a pas de fric, et qui accepte la proposition d'un type qui fait des combats de vieux clandestins. Voilà. Moi, je suis l'ami de cœur de Gérard Darmon et qui le voit se faire massacrer quand même dans ses combats de vieux. Alors, Josiane, non seulement vous faites tout ça, mais vous êtes aussi devenue... Alors, je ne sais pas si vous préférez romancière ou écrivain. Hein, je ne sais pas. On n'est pas là pour en parler. Mais en tout cas, vous avez donc, après Client, qui est quand même qui est en 2008, qui est un récit extrêmement fluide, et moi je vous l'avais dit sans affaîtrie, en fait. C'est un livre qui se lit formidablement. Vous avez une plume, et cette plume, vous la mettez cette fois au service de nouvelles. Vous avez publié cette année un livre, mais alors absolument, je vous le conseille vivement, parce que c'est un livre qui va vous étonner par les sujets. Le surnaturel, on en a parlé. Vous aimez les fantômes qui pètent et qui puent. Non, mais tout ça... Vous aimez les oiseaux qui parlent. Tout ça vient un petit peu, si je peux vous expliquer, du fait que je passe de longues heures la nuit devant la télé, sur des chaînes que personne ne regarde forcément, et sur lesquelles passent des programmes improbables. Donc, par exemple, pour parler de Jamais plus, j'avais regardé il y a quelques années déjà, parce que ça me trottait dans la tête, un documentaire sur une femme qui est psychique pour animaux, c'est-à-dire qui est médium pour animaux, psychologue, conseil et tout, et il y avait un long documentaire sur elle, où on la voyait recevoir des animaux de compagnie et leur maître. Et cette femme disait « je comprends ». Parce qu'on m'envoie comme signaux les animaux. Donc on voyait arriver un couple avec un chien, et il lui disait notre chien est un peu déprimé, il n'a plus de goût à rien, on ne sait pas pourquoi, il était genre, ça se passe pas bien. Elle répond au maître, laissez-moi un instant seul avec l'animal. Elle reste avec l'animal sur les genoux, et on a l'impression qu'elle l'écoute. Et peu de temps après, elle fait revenir les maîtres, et elle leur pose la question, vous avez bien une grosse peluche jaune sur votre canapé? Oui. Mais pourquoi vous ne laissez pas jouer avec?
Voilà, tout était ce genre de choses, c'était incroyable. Incroyable, et en regardant ça, et en plus elle donne des conférences, alors, certainement, je ne sais pas s'il y a une part d'escroquerie, mais c'était très bien fait en tout cas. Et je me suis dit, j'aimerais créer un personnage qui parle aux animaux, qui comprend les animaux, parce que c'est un peu le rêve de tout le monde, même si on comprend son chien, ou son chat à demi-mot. Et ça me fait rester dans un coin de mon esprit jusqu'au moment où j'ai écrit Jamais plus, qui est effectivement l'histoire d'une jeune femme assez disgraciée par la nature puisqu'elle est défigurée par un accident et qui a ce don de communiquer avec les animaux. Ce n'est pas du tout une nouvelle drôle, parce que c'est plutôt une nouvelle qui tourne. Très proche du thriller, même. Très proche du thriller. Voilà, ça c'est une de mes inspirations. Sachant que Jamais plus, si vous ne le savez pas, est un corbeau. Les corbeaux, je me suis inspiré simplement du poème de Guillerot qui a appelé dont Jamais plus était le héros, c'était un corbeau. Alors, il y a beaucoup d'extraterrestres aussi dans ce recueil de nouvelles, enfin il y en a quelques-uns, qui sont des extraterrestres amusants, parce qu'ils ont horreur de s'ennuyer, donc ils sont plutôt gais à rencontrer. Vous avez des zombies aussi très amusants, parce que eux, ils aiment bien le sucre, et donc ils vont aller... Ils n'ont pas peur du diabète. Hein, non, ils n'ont pas peur du diabète, c'est-à-dire ça, j'adore aussi les séries de zombies. Alors bon, effectivement, Walking Dead, au bout d'un moment, ça devient Merci la vie, ou Plus belle la vie, enfin Plus belle la vie, parce qu'on s'y habitue. Et puis je me suis dit, pourquoi on montre toujours les zombies sous un jour voulant bouffer du vivant, alors que peut-être qu'ils ont juste besoin de tendresse. Et j'ai imaginé une histoire où les zombies, au lieu de rechercher l'humain pour le dévorer, recherchent l'humain pour lui faire des câlins, ce qui est assez dégueulasse, parce qu'ils sont en décomposition quand même, et remplis de fluide. Bon, enfin bref. Ça c'était pour les zombies. Et les disparus, les esprits, les défunts, ça vous intéresse énormément. Oui, je regarde une série, je regarde aussi à la télé. pour poursuivre avec mes goûts inavouables, très tard le soir, il y a des émissions de télé-réalité de chasse aux fantômes. Ghost Hunter, enfin, souvent c'est des émissions, il y en a quelques-unes françaises, mais les américaines sont très très au point, parce que les types font ça depuis des années, se font enfermer la nuit. Non, mais en plus aux États-Unis, il y a énormément d'endroits abandonnés, comme des anciens hôpitaux, des anciennes prisons, des anciens asiles, donc bourrés d'esprit. Et ces types-là sont enfermés avec tout le matos, toute technologie infrarouge, détecteurs de présence, de champs magnétiques et tout. Et j'adore regarder ça parce que dès qu'il y a un bruit suspect, ils font qu'est-ce qui se passe? Et ben, il se passe que tu es venu rechercher des fantômes. Donc il y a toujours, je sens quelque chose sur ma joue. Enfin, donc c'est assez rigolo. Et ça m'a permis d'écrire cette nouvelle qui s'appelle Les Explorateurs, où des fantômes en ont plein la hotte de se faire emmerder par les chasseurs de fantômes. Voilà. Vous avez une équipe de journalistes justement qui descend dans les sous-sols, les strates de la Terre et qui se retrouvent frôlés. C'est très important ça, de le sentir grâce à vous. Par exemple ici, peut-être que vous allez sentir une main vous frôler sur une épaule. Rassurez-vous, vous aurez peur, mais pas Josiane qui y croit absolument. D'où ma question, est-ce que vous croyez à tout ça? Ah ben, j'y crois parce que c'est comme on a cru au Père Noël. Bien sûr que j'y crois, ça me fait plaisir d'y croire. Un plaisir d'y croire. Mais je pense que les types qui font l'émission, ils en font un peu trop. Voilà. On a l'impression qu'ils en font un peu trop. Voilà. Mais moi, ça m'amuse beaucoup. Je crois que pas mal de gens regardent ce genre d'émission parce qu'à chaque fois, c'est un lieu nouveau où ils se font enfermer. À chaque fois, il y a des bons ou des mauvais esprits. Et en général, ils filment rien. Hein. Rien. En ce moment, il n'y a pas un truc qui bouge, il n'y a pas rien, il n'y a rien. Parfois, des PVE, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire des voix électroniques qui s'enregistrent sans le vouloir. Mais c'est tout. Mais quand on écrit ce genre de récits, de nouvelles, est-ce qu'on se dit il faut en faire trop justement? Est-ce que vous vous êtes dit je n'ai pas de limite, je vais raconter une histoire sans limite? Je raconte, à vrai dire, ces fantômes ont été vivants, donc je vais parler des gens vivants, sauf qu'ils sont morts. Et ils ont gardé leur qualité et leur défaut d'être vivants. Il y a même un chien d'ailleurs avec eux, puisque ça se passe dans une mine. Oui, il y a un chien. Ces types-là se sont retrouvés piégés par un coup de grisou il y a des années et ils ne peuvent pas sortir de cette mine. Vous m'avez dit une fois que vous tiriez cet imaginaire de vos 20 ans, lorsque vous lisiez, à l'époque vous étiez très copine avec le rédacteur en chef
d'un magazine de science-fiction. Ouais, on était une bande de jeunes, c'est le cas de dire, comme on a une bande de jeunes entre 20 et 23 ans. On était des aficionados de la SF à une époque où c'était vraiment un domaine réservé à ceux qui connaissaient. C'est-à-dire qu'il y avait Galaxy et Fiction qui étaient dirigés par le groupe Opta, et c'était deux petits magazines qui paraissaient tous les mois et dans lesquels paraissaient des nouvelles. Des nouvelles d'auteurs anglo-saxons et d'auteurs français. Beaucoup d'anglo-saxons, parce qu'il y avait un peu plus peut-être d'auteurs anglo-saxons que français qui écrivaient de la SF. Et donc on a découvert comme ça tous ces auteurs qui après sont devenus cultes, comme Dick, Marlon Ellison, même Ray Bradbury, voilà, tous ces gens-là, Frederick Brown, on les lisait, ça coûtait pas cher, en plus on était potes, enfin, on était une bande, vraiment quand je dis une bande d'amis, on était vraiment une bande d'amis. Avec Daniel Rich qui était secrétaire à la rédaction, qui avait le même âge que nous, parti maintenant hélas, et qui nous filait, moi j'ai encore ma collection de SF, de Galaxy et de Fiction, et le plus chic, c'était d'avoir, parce que ça coûtait cher, en collection Opta, le livre de l'année, donc il y avait des livres insensés, dont un livre de Cordwainer Smith, qui est magnifique, et là, d'un seul coup, j'ai un trou. Moi aussi, parce que je ne connais pas. C'est pas grave. Et vous lisiez aussi des Pulp Fiction, des Pulp. Mais ça, les Pulp Fiction, c'était plutôt je lisais avant, ça j'ai commencé avant, parce que mon père achetait en cachette de ma mère des petites BD imprimées en Italie. Vous savez, c'était vraiment le format, un petit format, donc avec à la fois de la fiction, la SF et à la fois du western. Textone, Black le Rock. Voilà, Black le Rock, et Pito. Donc j'avais aussi donc j'ai été assez nourri par ce genre de culture. C'est ce qu'on appelle maintenant la contre-culture, mais à l'époque c'était pas la culture du tout. Et il les lisait entre deux plats du jour, Moi, je en pense fait. qu'il les lire aux toilettes. Voilà, imagine, en fumant une cigarette. Alors, puisqu'on est dans la géographie de l'appartement, vous m'avez dit aussi une fois que vous écriviez jamais dans votre bureau, mais toujours dans votre cuisine. Oui, parce que j'ai faim de temps en temps. Non, mais je sais pas, je vais dans mon bureau pour imprimer, parce que c'est bon, évidemment, quand c'est écrit, pour corriger des textes que je vais imprimer, mais c'est vrai que je peux écrire dans la cuisine, oui. C'est chaleureux, la cuisine. Vous étiez nombreuses comme fille à l'époque à aimer la science-fiction? Vous étiez la seule? Non, il y avait quelques-unes. Il y avait les copines des mecs qui aimaient la science-fiction. Et puis, moi, je crois que j'étais copine de personne. Voilà, parce que c'est toujours passé que j'étais la copine de personne, j'étais là parce que j'aimais ça. Et non pas parce que j'étais la copine d'un tel ou d'un tel. Mais il y avait déjà des femmes, qui écrivaient de la SF, surtout en anglo-saxonne. Et vous n'avez jamais joué, enfin je ne pense pas, dans un film de science-fiction? Non, mais les films de science-fiction français sont assez rares. Pas 36. J'ai vu dans Ma vie est un enfer, qui est un film fantastique. Oui. Et c'est tout. Cet imaginaire-là, je ne sais pas comment vous demandez ça, c'est de votre père que vous le tenez? Vous le tenez d'où? Vous avez... Alors ça, on ne sait pas d'où ça vient. Si on savait d'où ça vient, j'ai pas fait mon test. Vous avez fait le test ADN? Parce que tout le monde fait son test ADN. En bon sang, j'ai dit. C'est vrai. Non, mais franchement... Je sais pas. Je pense peut-être ma mère, peut-être mon père, j'en sais rien. J'en sais rien parce que mes parents travaillaient, donc ils n'avaient pas trop le temps pour laisser vagabonder leur imagination. Peut-être ma mère, peut-être qu'elle était... Oui, elle était déjà comme ça? Je sais pas, j'imagine, mais peut-être que ça vient, je suis de la génération spontanée. Hein. Voilà, ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Hein. Généralement, quand on demande à un écrivain, un acteur, ou un danseur, ou une danseuse, qui vous voulez, de qui il s'inspire, il répond toujours de Guy de Maupassant, de Proust. Vous, c'est Flash Gordon, quoi. Ah, il y avait mieux que Flash Gordon. Oui, Flash Gordon, oui, parce que Flash Gordon, c'est surtout la série américaine des années 40. Flash Gordon qui est à chialer, parce qu'ils ont quand même des couches culottes, les aliens, ils sont avec des masques improbables en caoutchouc. Et donc ça m'a inspiré une nouvelle, effectivement, d'un type qui est comme moi, accro à la collectionnite, parce que je collectionne les personnages de BD, les petits, tout ça, donc lui, et aux séries de Flash Gordon, et qui a toutes les séries de Flash Gordon des années 40 en boucle. Et un jour, il va... Et comme j'étais aussi, j'adorais aussi Pif Gadget, quand j'étais petit. C'est vrai, oui. D'ailleurs, il y a une nouvelle. Voilà, c'est celle-là, où il va acheter, il collectionne tout comme les vrais collectionneurs. Moi, quand j'achète par exemple une poupée de SF ou une
comics, je la laisse dans sa boîte, je n'arrive même pas à le prix, parce que sinon ça perd de sa valeur, il faut garder tout. Donc lui est comme ça, et il va trouver dans une librairie pourrie, une vieille librairie tenue par un vieux monsieur qui n'avait jamais vu cette librairie avant, et il va découvrir un exemplaire de Pif Gadget qu'il n'a pas, alors qu'il a toute la collection. Et sur cet exemplaire, il y a marqué « Faites pousser un extraterrestre ». Et il y a un petit pot avec un petit sac. Et théoriquement, il ne devrait pas l'ouvrir. Il devrait la laisser sur son étagère en compagnie des autres. Et il va l'ouvrir. Voilà, effectivement, quelque chose qui va pousser. Ça me plaisait. Vous faisiez comment dire, les expériences de Pif? À vrai dire, Pif, j'étais un peu grande pour Pif. Ah, bah oui, mais bon. Ça a commencé. Oh non, je me rappelle des haricots sauteurs du Mexique. Les pois-sauteurs, voilà. Les pois-sauteurs. Il y avait un espèce de verre dans le pois, ce qui fait qu'il bougeait. Les pifis aussi. Vous vous rappelez des pifis? Les pifis, c'était une espèce de petite poudre qu'on mettait dans l'eau et ça devenait des petits poissons, enfin des espèces d'animaux monocellulaires, enfin je sais pas. Voilà. Il y avait des tas de trucs comme ça. De ces... Combien on a de nouvelles? Une douzaine, une dizaine? Je sais plus. Je sais pas. Alors, moi, quelle est celle qui vous étonne le plus? Vous vous êtes dit, mais où vais-je chercher tout ça quand même? Faites pousser un extraterrestre. Parce que les autres, elles ont fait pousser un extraterrestre parce que il fallait rêver, vraiment rêver beaucoup, beaucoup pour savoir ce qu'elle allait lui faire, ces plantes. Parce que la plante va pousser, effectivement, et elle va lui parler. Elle parle d'une manière assez familière, même parfois vulgaire. Ça, je me suis un petit peu inspiré de Frederick Brown, qui est dans Les Martiens, tape sur le dos des terriens en disant ça va Coco et tout ça. Enfin, bon. Et donc, il fallait imaginer ce que ces plantes parlantes pouvaient provoquer chez un être humain, et elles provoquent des rêves. Voilà. Et c'est des rêves particuliers. C'est très poétique. Si on veut. Si on veut, c'est poétique. Vous les imaginez au cinéma, ces nouvelles? Je les ai écrites en fin de compte, je crois que j'ai écrit chaque nouvelle comme si c'était un petit film. Ah oui. Voilà, vraiment, et c'est jamais plus notamment, c'est vraiment découper les chapitres comme des plans rapprochés, plans lointains, voilà. Mais je ne sais pas si je les verrai au cinéma. En tout cas, moi, je les ai écrites comme si je les voyais au cinéma. Voilà. Jamais plus, c'est une nouvelle très noire qui pourrait être absolument au cinéma. Je l'ai vu comme un film. En tout cas. Moins à la télévision aussi, ça pourrait. Oui, oui, bien sûr, pourquoi pas. D'où ça vient ce côté archi-noir chez vous là? Parce que tout le monde a son côté sombre. Mais bon. Mais parce que j'avais envie de raconter quelque chose que je n'avais jamais raconté auparavant. Parce qu'effectivement, quand j'écris des scénarios, des films ou des pièces, c'est de la comédie. Les précédents livres que j'avais écrits, c'était des histoires de société, puisque cette femme qui se paye les services d'un escorte, c'était pas non plus quelque chose de dramatique, de totalement noir. Il n'y avait pas mort d'homme, s'il y avait des gros problèmes. Et là, j'ai eu envie de me mettre un défi. Vas-y, fais-toi peur. Parce que c'est quand même l'histoire d'une petite fille séquestrée. Hein. Voilà, c'est quand même l'histoire d'une petite fille séquestrée. C'est quand même l'histoire d'un corbeau qui va projeter dans l'image de cette jeune femme qui comprend les images, les animaux, l'image d'une petite fille terrifiée et séquestrée. Et elle va tout faire pour la retrouver, c'est ça l'histoire. Comment vous écrivez? Question idiote, à la main avec un... Ah non, je ne peux pas écrire à la main parce que je ne me relis pas. J'ai une écriture épouvantable. J'écris trop vite, je ne me relis pas. Donc j'écris sur mon ordi, je peux prendre des notes à la main éventuellement. Et j'écris entre deux jeux vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus une production énorme. Parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose que vous ne savez peut-être pas, j'allais même dire sûrement pas, avec tout le respect que je vous dois, c'est que vous êtes absolument accro aux jeux vidéo. Je passe quelques heures, surtout la matinée. Je consacre la matinée aux jeux vidéo. Là, actuellement, j'ai découvert le jeu Game of Thrones. Vous savez, maintenant, ça devient un jeu. Alors, gratuit, naturellement, parce que... Alors, le côté vraiment un peu philo de ces jeux-là, c'est que si on veut continuer pour acheter des trucs, il faut payer. Je ne paye jamais, je ne peux pas payer Game of Thrones. Mais on a un royaume, là, actuellement, j'ai un royaume dont j'ai à m'occuper avec des dragons à faire pousser et tout, donc c'est du boulot, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et après, j'écris. Enfin, vous êtes une enfant, quoi.
Mais oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais je crois qu'il faut rester, avoir envie de s'amuser en tout cas. Thierry Lhermitte aussi. Et surtout, oui, avec Thierry, on avait... Vous appelez Thierry Lhermitte de temps en temps pour dire tu t'en sors du jeu? Oui, mais plus maintenant, parce qu'on avait un jeu terrible qui nous prenait des nuits. C'était quoi déjà? Qui s'appelait Age of Empires. Age of Empires, c'était un jeu de construction d'empire, et on faisait tout, il fallait tout faire, on avait un empire, des armées, de tout. Et moi, personnellement, je l'ai jeté. Je l'ai jeté parce qu'il fallait quand même que je vive. Et donc, je l'ai jeté. Et Thierry a fini aussi par le jeter, mais là, dernièrement, il m'a rappelé, il me dit, j'ai retrouvé, ils en ont ressorti un. Oh, j'ai pas été chercher. J'ai pas été chercher Age of Empires. Voilà. Vous voyez, hein, on croit connaître quelqu'un et finalement on ne sait strictement rien. Oui, c'est ma part d'ombre. Est-ce que vous travaillez un autre livre? Non, en ce moment j'ai écrit une pièce, ça finit de réécrire une pièce, et puis j'ai beaucoup tourné. Alors comme j'ai tourné pas mal comme actrice et que je vais continuer là, j'ai pas trop eu le temps d'écrire. Je pense là à un nouveau roman, mais comme j'aime bien me donner des défis, c'est un roman d'aventure. Jamais écrit ça. Hein. Roman d'aventure avec des gens qui se bagarrent, avec des grosses bagarres. Dans quel siècle? Actuel. Ah oui, aujourd'hui, d'accord. Voilà, on ne sait pas où ça va aller chez nous, mais entre nous, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous avez tourné? Bientôt, parce que tout le monde a la télé, c'est sur TF1 en novembre, il va y avoir les épisodes, une mini-série de 8 épisodes sur le bazar de la charité, ça s'appelle. C'est une série historique TF1 de TF1 qui part du fait divers qui a eu lieu fin du 19e. C'est un bazar en bois fréquenté par les dames de la bonne société de l'époque, a brûlé, faisant plus de 200 morts, surtout des femmes et des enfants. Et à partir de ce fait divers assez sanglant, les auteurs ont écrit un feuilleton vraiment avec des rebondissements, et c'est vraiment bien. Avec une rescapée d'ailleurs, dont j'ai perdu le nom, mais c'est un autre sujet. Et d'autres choses? On ne sait jamais. D'autres choses, je vais tourner là, bientôt un film à Lyon qui s'appelle La pièce rapportée. Et ensuite, je vais tourner à Marseille. Alors, je vais enchaîner avec un film qui est la suite de Retour chez ma mère, ceux qui l'ont vu. Voilà, qui s'appelle À mon tour. Et c'est elle qui va chez ses mots maintenant. C'est pas facile. Voilà. C'est un bon scénario aussi. Merci beaucoup, Josiane. Merci. Merci. Ah.